Vous ne pouvez pas partir. Le murmure de l'employé résonna plus fort qu'un cri. J'étais au guichet de la préfecture, serrant mes 15 € et un avis d'expulsion, attendant de faire renouveler ma carte d'identité pour pouvoir accepter un poste d'agent d'entretien. Au lieu de ça, le cri silencieux entre nous fit clignoter une lumière rouge, violente et pulsante. Un gyrophare d'alarme silencieuse se mit à tourner sur le mur. 2 agents de sécurité armés s'avancèrent, les mains sur leurs étuis. « Madame », dit l'employé, les mains tremblantes. Ce numéro de sécurité sociale est celui d'une enfant décédée en 1991. Mon monde bascula. Morte. J'étais pourtant bien là, debout. Mais avant que je puisse protester, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Un homme dans un costume noir impeccable en sortit, traversant le périmètre armé comme si le bâtiment lui appartenait. Il ne regarda pas les gardes. Il me fixa droit dans les yeux avec une expression qui me terrifia plus que les armes. C'était de la reconnaissance. Il s'arrêta à moins d'1 mètre et prononça 4 mots qui effacèrent toute mon existence. Bon retour parmi nous, Éléonore. Si vous découvriez que toute votre vie a été construite sur un mensonge, fuiriez-vous ou resteriez-vous pour découvrir qui vous êtes vraiment? Je n'ai pas fini en cellule de garde à vue. On ne m'a pas menotté à une table en métal boulonnée au sol. Au lieu de cela, l'homme en costume, Monsieur Dubois, me conduisit dans un bureau calme et insonorisé qui sentait le café de luxe et le cuir. Il ne m'a pas allumé droit. Il me versa un verre d'eau glacée et le posa sur le bureau en acajou avec une douceur qui m'était étrangère. « Buvez », dit-il. « Vous êtes en état de choc. » Je pris le verre, mes mains tremblaient si fort que les glaçons s'entrechoquaient contre le bord. J'avais 32 ans. J'avais passé les 14 dernières années à récurer des sols, servir dans des brasseries et esquiver les avis d'expulsion, persuadé que je n'étais rien de plus que la belle-fille non désirée du commandant de la gendarmerie d'un petit village. Je me croyais Léa, l'erreur, le fardeau. Dubois fit glisser un dossier sur le bureau. Il ne l'ouvrit pas. Il posa simplement sa main sur la couverture. « Cela fait 3 décennies que nous vous cherchons, Éléonore, dit-il doucement. » Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, il n'y avait pas une photo d'identité judiciaire. C'était un portrait robot numérique, une photo vieillie par ordinateur d'une jeune femme. Elle avait mes yeux, ma mâchoire, exactement mon nez. Mais elle n'avait pas l'air fatiguée. Elle avait l'air aimée. « Voilà à quoi vous auriez ressemblé si vous n'aviez pas été enlevé, dit-il. Votre nom est Éléonore de Beaumont. Votre famille a bâti sa fortune sur les vignobles du Bordelais, mais ils échangeraient chaque hectare de vigne qu'ils possèdent juste pour revoir ce visage. Vous avez été kidnappé dans un parc de Bordeaux en 1991. La pièce se mit à tourner. Je m'agrippai aux accoudoirs du fauteuil en cuir pour ne pas m'envoler. Kidnappé. Le mot aurait dû me terrifier. Au lieu de ça, c'était comme une clé tournant dans une serrure que j'avais essayé de forcer toute ma vie. Soudain, la cruauté prenait tout son sens. Je pensais à Didier, l'homme que j'appelais mon beau-père, le gendarme qui me traitait de déchet, qui me faisait dormir sur un lit de camp dans la buanderie pendant que sa propre fille, Sophie, avait la plus belle chambre. Je pensais qu'il me détestait parce que j'étais difficile, que j'étais indigne d'être aimé, mais il ne me détestait pas parce que j'étais une mauvaise enfant. Il me détestait parce que j'étais une scène de crime. Des larmes commencèrent à couler, chaudes et rapides. Je ne pleurais pas de peur. Je pleurais du soulagement pur et écrasant que cela procurait. Je n'étais pas brisé. Je n'étais pas un fardeau. J'étais un trésor volé que quelqu'un avait essayé de jeter. Dubois sembla comprendre. Il poussa un téléphone noir et élégant sur le bureau vers moi. Vos parents, vos vrais parents, sont dans un jet privé. Ils atterriront à l'aérodrome d'affaires dans 20 minutes. Vous êtes en sécurité ici, Éléonore. C'est un territoire de l'État. Personne ne peut vous toucher. Je regardai le téléphone. C'était une bouée de sauvetage. Pour la première fois de ma vie, le sol sous mes pieds semblait solide. Je n'étais plus la fille avec l'avis d'expulsion. J'étais Éléonore de Beaumont, et je rentrais à la maison. Je tendis la main vers le téléphone, mon doigt planant au-dessus de l'écran, prête à passer l'appel qui mettrait fin au cauchemar. J'ai enfin baissé ma garde.
Je me suis enfin permis de croire que le combat était terminé. C'était mon erreur. La porte ne s'est pas simplement ouverte, elle a explosé vers l'intérieur. Je n'ai même pas eu le temps de crier. 2 gendarmes en uniforme firent irruption dans la pièce, les mains sur leurs armes, leurs bottes claquant contre le sol poli. Et derrière eux, entrant d'un pas assuré comme s'il rentrait dans son propre salon, se trouvait Didier. Il ne portait pas les chemises en flanelle tachée que j'avais l'habitude de lui voir. Il était dans son uniforme de cérémonie complet de la gendarmerie, l'insigne sur sa poitrine brillant sous les lumières du bureau. Il ne regarda pas Dubois. Il me regarda droit dans les yeux, et son regard n'était pas en colère. Il était mort. Éloignez-vous de la suspecte, aboya-t-il. Dubois se leva, se plaçant entre moi et les gendarmes. C'est une enquête nationale, commandant. Vous n'avez aucune juridiction ici. Didier ne s'y a même pas. Il jeta un papier plié sur le bureau en acajou. J'ai un mandat signé par un juge d'instruction il y a 10 minutes. Vol aggravé, une accusation criminelle. Il pointa un doigt vers moi, un doigt qui avait piqué ma poitrine 1 millier de fois pendant mon enfance. Cette femme a volé pour 50 000 € de bijoux en diamant dans la chambre de ma femme avant de fuir ce matin. Je la place en garde à vue. C'est un mensonge. Criai-je, le choc se brisant enfin. Je ne suis pas allé chez vous depuis des années. Gardez ça pour le juge, ricana Didier. Il fit un signe de tête à ses hommes. Menottez là. L'un des gendarmes attrapa mon bras et le tordit derrière mon dos avec assez de force pour que mon épaule se déboîte. Je criai, la douleur m'aveuglant. Dubois s'apprêta à intervenir, sa main se dirigeant vers sa propre veste, mais Didier s'approcha de lui, poitrine contre poitrine avec l'agent de l'État. Attention, agent, dit Didier, sa voix basse et dangereuse. C'est un crime de droit commun, des circonstances exceptionnelles. À moins que vous ne vouliez faire obstruction à une arrestation pour crime et que ce soit consigné, vous allez vous écarter. Vous pourrez l'interroger après que nous l'aurons enregistré à la gendarmerie. Dubois hésita. Je vis le calcul dans ses yeux. Il connaissait la loi. Il savait que techniquement, un mandat local pour un crime pouvait m'arracher à sa protection s'ils invoquaient un risque de fuite. Et Didier le savait aussi. Il utilisait la bureaucratie comme une arme. Je ne comprenais pas. L'acier froid des menottes me mordit les poignets. Le clic de la serrure résonna comme un coup de feu. Je n'ai rien volé, suppliai-je en regardant Dubois. S'il vous plaît, ne le laissez pas m'emmener. Vous aviez dit que j'étais en sécurité. Le visage de Dubois était crispé de fureur, mais il ne sortit pas son arme. Il ne pouvait pas déclencher une fusillade avec les forces de l'ordre local dans un bâtiment de l'État pour un mandat concernant un vol. Didier avait joué son coup à la perfection. Didier me saisit le bras, sa poigne me laissant des bleus. Il se pencha près de moi, son souffle chaud contre mon oreille, sa voix un murmure que moi seul pouvais entendre. Je te l'avais dit, siffla-t-il. Je t'avais dit de ne jamais creuser. Je t'avais dit de laisser tomber. Maintenant tu vas mourir dans une cellule de garde à vue, Léa. Tu te pendras avec un drap avant même que tes riches parents ne posent le pied sur le tarmac. Le sang se retira de mes veines. Il ne m'emmenait pas à la gendarmerie pour m'enregistrer. Il m'emmenait pour m'exécuter. Bouge, cria-t-il en me tirant vers la porte. Le couloir s'étirait comme un tunnel, les néons flous au-dessus de ma tête alors que les gendarmes me traînaient à moitié, me faisaient marcher à moitié vers les ascenseurs. Mes bottes dérapaient sur le linoléum poli. La main de Didier était un étau sur mon biceps, ses doigts s'enfonçant dans la chair tendre entre le muscle et l'os. Cette poigne, je la connaissais. Ce n'était pas la première fois qu'il me faisait sortir d'une pièce de cette manière. Soudain, le couloir de la préfecture se dissipa. J'avais de nouveau 18 ans, debout sur le perron de la seule maison que j'ai jamais connue, serrant un sac poubelle rempli de mes vêtements. Il pleuvait. Je tremblais, non pas de froid, mais de la réalisation terrifiante que je n'avais nulle part où aller. À l'intérieur de la maison, à travers la grande baille vitrée, je pouvais les voir dîner. Didier et sa fille biologique, Sophie. Ils découpaient des entrecôtes épaisses et saignantes. La lumière jaune et chaude du lustre scintillait sur les verres en cristal.
Je venais de manger un sandwich froid fait avec le quignon du pain parce que Didier disait que la viande était pour les gens qui contribuaient. Je me souviens avoir frappé à la vitre, le suppliant de me laisser rentrer, juste pour la nuit. Didier avait ouvert la porte, me dominant de toute sa hauteur, tout comme il me dominait maintenant. « Tu devrais être à genoux en train de me remercier », avait-il dit, sa voix suintant de ce poison moralisateur et malsain. Je t'ai mise à l'abri pendant 10 ans. Je t'ai nourri. Je t'ai habillé. Et tu n'étais même pas de mon sang. Sais-tu quel fardeau tu étais, Léa? Sais-tu combien ça coûte d'entretenir une erreur? Et je l'avais cru. Mon Dieu, je l'avais cru. Je m'étais agenouillée sur ce béton humide et je l'avais remercié pour les miettes. J'avais passé les 14 années suivantes à porter le poids de cette dette, croyant que j'étais indigne, croyant que je devais des excuses à l'univers simplement pour exister. Mais c'était ça, le piège. La prise de conscience me frappa plus fort que les menottes. Ce n'était pas de la charité. C'était du camouflage. Il n'avait pas élevé une belle fille. Il avait caché un témoin. Chaque fois qu'il me faisait me sentir petite, chaque fois qu'il me disait que j'avais de la chance qu'il ne me jette pas à la rue, il me conditionnait. Il m'entraînait à être reconnaissante pour ma propre prison. Il avait besoin que je sois brisée pour que je ne pose pas de questions. Il avait besoin que je sois désespérée pour que je ne regarde pas mon propre acte de naissance. Il n'était pas mon sauveur. Il était mon geôlier. La peur qui m'étouffait depuis que j'étais entrée dans ce bâtiment s'évapora. Elle ne s'estompa pas. Elle fut incinérée par un éclair de rage pure et salvatrice. Il pensait traîner une petite fille effrayée en garde à vue. Il pensait avoir affaire à Léa, le fardeau. Mais Léa n'existait plus. Je plantai mes talons dans le sol. J'arrêtai de me débattre contre la prise du gendarme et, à la place, je devins complètement molle, laissant tomber tout le poids de mon corps. C'est une astuce que l'on apprend quand on essaie de déplacer seul des meubles lourds. Un poids mort est impossible à déplacer avec grâce. La chute soudaine les prit par surprise. Le gendarme à ma gauche trébucha, sa prise se relâchant. Nous nous arrêtâmes brusquement à 3 mètres des ascenseurs. « Lève-toi », gronda Didier en tirant sur mon bras. « Arrête de faire une scène. » Je ne me suis pas levée. Je plantai mes pieds et redressai lentement ma colonne vertébrale, tirant sur les menottes jusqu'à ce que la chaîne soit tendue. Je tournai la tête et regardai Didier droit dans les yeux. Pour la première fois de ma vie, je ne sciais pas. Je ne baissai pas le regard. Je regardai droit dans les yeux l'homme qui avait volé ma vie, et je le laissai voir exactement ce qu'il avait créé. La victime avait disparu. Le témoin était réveillé, et elle était sur le point de réduire son monde en cendres. Vérifiez l'horodatage. Mon cri déchira le hall, résonnant contre les murs de marbre comme un coup de feu. Ce n'était pas un appel à l'aide. C'était un ordre. Les gendarmes hésitèrent, me regardant. Pendant une fraction de seconde, la confusion sur leur visage me donna l'ouverture dont j'avais besoin. Je n'essayai pas de me lever. Je croisai le regard de Dubois, qui courait vers nous, sa main se dirigeant vers la radio sur son épaule. Le mandat, hurlai-je, ma voix se brisant mais forte. Vérifiez l'heure à laquelle il l'a fait signer. Didier me donna un coup de pied violent dans la jambe. Faites-la taire. Mettez-la dans l'ascenseur. Mais il était trop tard. Dubois ne ralentit pas. Il ne posa pas de questions. Il projeta tout son poids contre les portes de l'ascenseur juste au moment où elles se fermaient, les forçant à se rouvrir dans un grincement de métal. 2 agents de la police nationale en uniforme se matérialisèrent depuis le poste de sécurité, les mains sur leurs armes, bloquant le chemin de Didier. Halte, aboya Dubois. Sa voix n'était pas le ton calme et apaisant qu'il avait utilisé dans le bureau. C'était la voix d'un homme qui commandait des forces d'intervention nationales. Personne ne bouge. C'est une obstruction à la justice, rugit Didier, la sueur perlant sur son front. Je suis un officier de gendarmerie et j'exécute une arrestation légale. Montrez-moi le mandat, exigea Dubois, tendant la main. Il ne demanda pas. Il attendit. Didier serra le papier contre sa poitrine pendant une seconde. Un tic, celui d'un joueur de poker cachant une mauvaise main. Puis,
Réalisant qu'il avait 3 armes fédérales pointées dans sa direction, il jeta le papier froissé à Dubois. Lisez et pleurez, agent. Vol aggravé, signé par le juge Miller ce matin. Dubois déplia le papier d'un geste sec. Il le parcourut du regard une fois, puis leva les yeux vers l'horloge numérique au-dessus du bureau de la sécurité. Ensuite, il regarda les moniteurs de surveillance derrière le poste de garde. « Vous êtes négligent, Didier », dit Dubois, sa voix tombant à un calme terrifiant. Il retourna le papier pour que les gendarmes puissent le voir. Ce mandat a été signé à 8 heures pile. Il pointa un doigt vers l'écran de sécurité sur le mur. Mais les caméras de mon bâtiment ont enregistré l'entrée de Léa par les portiques de sécurité nord à 7h45. Le hall devint complètement silencieux. Elle est sous protection de l'État depuis qu'elle est entrée, dit Dubois en s'approchant de Didier. À moins qu'elle ne puisse se téléporter, elle n'aurait pas pu voler des bijoux chez vous à 8 heures si elle se trouvait dans mon hall un quart d'heure plus tôt. Les gendarmes qui me tenaient relâchèrent leur prise. Ils se regardèrent, puis regardèrent Didier. Ils réalisèrent qu'ils n'exécutaient pas une arrestation. Ils étaient complices d'un enlèvement en cours. C'est une faute de frappe, cria Didier, de la salive volant de sa bouche. La greffière s'est trompée sur l'heure. Elle a volé ça hier soir. Le mandat dit ce matin, rétorqua Dubois. Et si vous avez menti dans une déposition sous serment pour obtenir cette signature, c'est un parjure. Si vous essayez d'emmener un témoin sous protection de l'État sur la base de fausses accusations, c'est un enlèvement. Dubois fit signe à ses gardes. Libérez-la. Maintenant. Les gendarmes lâchèrent mes bras comme si j'étais en feu. Je reculai à 4 pattes sur le sol, mettant de la distance entre moi et l'homme qui avait volé ma vie. Didier se tenait seul au centre du cercle. Son visage était un masque de rage violette. Il regarda ces hommes qui reculaient. Il regarda Dubois, qui le fixait avec un mépris glacial. Il me regarda, moi, qui me relevais en frottant mes poignets meurtris, n'étant plus la fille effrayée qu'il pouvait intimider pour la faire taire. Il réalisa qu'il ne pouvait pas se sortir de là par la parole. Son autorité ne fonctionnait pas ici, et c'est là qu'il craqua. « Je ne pars pas sans elle !» cria Didier. Sa main vola vers sa ceinture. Il ne sortit pas son pistolet de service. Il savait que cela le ferait tuer sur le champ. À la place, il arracha son tasé de son étui, le plastique jaune brillant sous les lumières du hall. Il le pointa sur Dubois. Reculez, hurla-t-il, sa voix se brisant de désespoir. Je prends cette suspecte en charge. Quiconque interfère se fait neutraliser. Il était fou. Il tenait en joue un agent de l'État dans un bâtiment de l'État. Mais je regardais ses yeux, larges et frénétiques, et je réalisais qu'il n'essayait plus de m'arrêter. Il savait que c'était fini. Il essayait juste de survivre aux 5 prochaines minutes. Les gardes réagirent instantanément. 3 pistolets se levèrent, pointés sur la poitrine de Didier. Lâchez l'arme, ordonna Dubois. Pendant un instant, on aurait dit que Didier allait les forcer à lui tirer dessus, par pur dépit. Puis la folie quitta ses yeux. Il n'était pas un martyr, juste une brute. Il jeta le tasé sur le sol en marbre et leva les mains. Très bien, ricana-t-il. Faisons les choses correctement. Il plongea la main dans sa veste. Les gardes se crispèrent, mais il en sortit un document, le dépliant avec un flair habitué. Vous m'avez eu, dit Didier d'un ton léger. Le mandat était faux. J'étais au courant de l'enlèvement. J'ai aidé à le couvrir. Il me regarda droit dans les yeux, en souriant. Je t'ai gardé. Je t'ai caché. J'ai volé ta vie. Dubois s'avança avec des menottes. C'est un aveu. Vous êtes en état d'arrestation. Didier éclata de rire. Non, je ne le suis pas. Regardez le calendrier. L'enlèvement a eu lieu en 1991. Le délai de prescription a expiré en 2011. La pièce devint silencieuse. Dubois ne bougea pas. Didier saisit l'instant. Vous ne pouvez pas me toucher pour l'enlèvement ou la fraude. Je sors libre et légalement, vous êtes toujours une incapable. Je contrôle vos biens. Il se tourna vers la porte. Je vous poursuis tous en justice.
Vous avez raison pour la prescription, dit calmement Dubois, l'arrêtant net. Mais vous avez oublié une règle. Didier fronça les sourcils. Laquelle? Dubois souleva un dossier épais. La règle sur les biens obtenus par la fraude. Ils ne vous appartiennent pas. Vous les détenez pour la victime. Le dossier frappa le banc avec un bruit sourd. Nous avons retracé les paiements de la rançon, les allocations familiales, les investissements. C'est mon argent, aboya Didier. Non, dis-je en m'avançant. Vous l'avez juste géré pour moi. La voix de Dubois était glaciale. La fraude civile n'est pas prescrite quand la victime était mineure. Vos biens sont gelés. Votre maison est saisie. Vos comptes appartiennent à la victime. Il me désigna. Tout appartient à Éléonore. Didier recula, terrifié. Pas par la prison, mais par la perte de tout. Mais je suis le commandant de la gendarmerie. Vous avez blanchi de l'argent et fait de fausses déclarations fiscales, le coupa Dubois. Pour ça, les délais courent toujours. Les gardes bougèrent cette fois. Didier hurla quand les menottes se refermèrent. Tu n'es rien, murmurai-je. Le hall retomba dans le silence. Dubois fit glisser un papier vers moi. Autorisation de transfert d'actifs. Vendez tout, dis-je en signant. Assurez-vous simplement qu'il ne revoit jamais la lumière du jour. Je n'avais plus rien, mais j'étais libre. La lumière du soleil inonda le hall alors que deux silhouettes se précipitaient à l'intérieur. Je n'avais pas besoin de preuves. Je le sentais dans mes os. Éléonore, murmura la femme. Je suis là. Ils me prirent dans leurs bras comme s'ils n'allaient jamais me lâcher. Pour la première fois, je l'étais.